C'est le pays le plus énigmatique des Balkans. Un pays où les monastères surgissent au cœur de massifs montagneux et où dans les plaines, des champs de roses s'étirent à l'infini. Une nation vieille de 13 siècles, dont le peuple a dû résister à de nombreuses invasions pour garder son identité. Dans le sud-est de l'Europe, la Bulgarie dévoile un double visage. Son folklore est aussi coloré que ses chants invitent à la nostalgie. Une terre liée pour toujours à l'icône glamour, la chanteuse Sylvie Vartan. L'interprète espiègle et sexy de La plus belle pour aller danser ou Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes est aussi une petite fille née en Bulgarie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, arrachée à son pays par les violences du régime de Staline. Elle révèle son âme slave dans la Maritza, une chanson devenue un hymne pour tous les exilés bulgares, qui commence par un air de violon venu du fond des Balkans. La Maritza, c'est le nom du fleuve qui traverse la Bulgarie avant de servir de frontière entre la Grèce et la Turquie. Avec la Maritza, Sylvie Vartan remonte le fil de son enfance. Une chanson empreinte de nostalgie, celle du paradis perdu de sa jeunesse. Au sud-est de Sofia, au cœur du massif de Sredna Gora, se trouve l'une des plus belles villes de Bulgarie, Koprivtitsa. Ce bourg si paisible à la frontière d'une forêt de sapins promet un monde enchanté. Une évocation de la Bulgarie éternelle qui berce les jeunes années de Sylvie Vartan et ne l'a jamais quittée. Sylvie Vartan a toujours conservé l'image de Koprivtitsa qu'elle a connue enfant. Cette ville l'inspirera plus tard dans sa façon de chanter. On sent bien qu'elle exprime ses émotions avec son cœur, comme les Bulgares le font. Koprivtitsa révèle des trésors architecturaux à travers plus de 300 bâtiments historiques datant du 19e siècle, période de la Renaissance bulgare. Les maisons aux façades irrégulières et colorées bordent une rivière qui traverse la ville. Une des chansons les plus connues de Sylvie Vartan est la Maritza, mais vraisemblablement, la rivière de son enfance et de son cœur est sûrement la rivière de Koprivtitsa, qui s'appelle Topolnitsa. En 1951, Sylvie Vartan a 7 ans. Elle passe plusieurs semaines à Koprivtitsa pour tourner dans le film Sous le joug de Dako Dakovsky. C'est dans cette ville que retentit le premier coup de feu de l'insurrection bulgare d'avril 1876 pour protester contre l'occupation de l'Empire ottoman. Et c'est dans cette école que se passe une des scènes du film. Ce bâtiment est l'ancienne école de la ville de Koprivtitsa. C'est un bâtiment typique de la Renaissance bulgare. Sylvie Vartan le connaît bien. C'est d'ailleurs ici qu'est née sa vocation. Ça lui a énormément plu d'être filmée dans les costumes traditionnels de l'époque. Quand j'étais petite, j'étais élève dans cette école. À chaque fois que je reviens ici, je replonge dans mon enfance et je crois que Sylvie Vartan a ressenti la même chose. Et depuis, elle porte en elle la beauté de Koprivtitsa.
Mais la vie n'épargne pas les enfants. Loin de cette Bulgarie douce et paisible, Sylvie Vartan découvre bientôt la violence du totalitarisme communiste. Située à 590 mètres d'altitude, au pied du mont Vitocha, Sofia, la capitale. Les imposants dômes dorés de la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre Nevski côtoient les vestiges de l'Antiquité et les monuments à la gloire de l'Armée rouge. Le 8 septembre 1944, l'armée soviétique pénètre sur le territoire bulgare. Cet événement, survenu l'année de naissance de la chanteuse, marque le début d'une période sombre pour la jeune Sylvie et tout le peuple bulgare. La place du Largo, c'est un concentré d'architecture socialiste bulgare. Au fur et à mesure que Sylvie Vartan grandit, le visage architectural de Sofia change dramatiquement. Et vous ne trouverez nulle part ailleurs une place de cette ampleur, aussi massivement présente. C'est une signature du stalinisme au centre de Sofia. Beaucoup de gens appellent cette architecture le gâteau de mariage. C'est comme une pièce montée, avec des couches qui se superposent les unes par-dessus les autres. C'est quelque chose que les gens peuvent tout de suite reconnaître et qui démontre la supériorité du pouvoir. C'est sur cette place que les parades militaires et les dirigeants du parti imposaient en force les diktats du pouvoir à la population sofiote. Pour la jeune Sylvie, c'est un traumatisme. Nous assistions au discours d'un des hommes de Staline sur une grande place. Les hommes de la milice ne souriaient pas. Ce sont eux qui, un jour, frappent maman dans le dos avec la crosse d'un fusil parce qu'elle n'applaudit pas assez fort. Dans le souvenir de Sylvie Vartan, cette place est la place dont elle veut s'échapper parce qu'elle symbolisait le régime. Et quand elle chante la Maritsa, la rivière, dans ce sens-là, symbolise la Bulgarie qu'elle a laissée derrière elle avec tristesse et nostalgie. Tous les oiseaux de ma rivière nous chantaient la liberté. Moi je ne comprenais guère. Aujourd'hui, les vestiges du passé communiste se retrouvent sur les étals du marché aux puces de la place Alexandre Nevski. Et en périphérie de Sofia, au musée confidentiel de l'art socialiste. C'est ici que se trouve l'étoile rouge qui ornait le siège du Parti communiste, ainsi que les nombreuses représentations des leaders du parti. Oncle Staline est partout. À l'école, dans la rue, chez les commerçants. Son visage m'est devenu aussi familier que ceux de Jésus et de la Vierge Marie. Tous les régimes autoritaires sont centrés autour de la personnalité héroïque du chef. C'est une structure qui vous écrase, un pouvoir avec lequel on ne négocie pas. Les gens n'ont pas besoin de vous élire, les statuts sont là pour rester. C'est pour cela qu'ils utilisaient ces matériaux comme le marbre et le granit, des matériaux durables qui symbolisent l'éternité. Comme des milliers de Bulgares, Sylvie Vartan et sa famille vont être les victimes de ce régime avec lequel on ne transige pas. Les arrestations se multiplient dans notre entourage. Parfois les gens reviennent 2 ou 3 jours plus tard. Parfois on ne les revoit plus. Leur nom n'est plus prononcé. Dans la partie orientale du parc de l'imposant palais national de la culture de Sofia, un monument sobre de marbre noir. Alfred Foscolo, ancien dissident franco-bulgare, a passé de longues années en prison pour s'être opposé au totalitarisme communiste. Professeur Georgi Netkov,
Maintenant, Gruev Borislav Glishev. Ce mémorial, construit avec des fonds privés, est dédié à ceux qui ont osé se rebeller contre le régime. Il y a à peu près 30 000 personnes qui ont été massacrées, fusillées. Il y a eu un nettoyage des gens de l'élite, des gens lettrés qui étaient présentés comme fascistes. Et c'est le seul souvenir qui reste gravé dans la pierre. Mon père était professeur de français et le père de Sylvie Vartan était attaché de presse à l'ambassade de France. C'était des intellectuels et ils ont fait partie de cette épuration, pas de manière sanglante comme ça l'a été pour des milliers d'autres, mais obligés à quitter avec leur famille le pays de naissance. Quand l'horizon s'est fait trop noir, tous les oiseaux sont partis sur les chemins de l'espoir et nous on les a suivis à Paris. La gare centrale dans le nord de Sofia est pour Sylvie Vartan et Alfred Foscolo la dernière image qu'ils emportent de Bulgarie. Malgré la promesse d'une autre vie, la future chanteuse gardera toujours en elle la déchirure de ce départ en décembre 1952. La France, elle est derrière nous, mais très loin, à 2400 kilomètres. Et à cette époque-là, cette gare représentait surtout l'espoir d'une vie correcte, puisqu'ici, c'était devenu impossible de continuer à vivre. L'Orient Express se trouvait dans une des dernières voies. Il y avait un cordon de miliciens taciturnes, brutaux, qui filtraient les gens qui montaient. Et des gens qui montaient, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait déjà le rideau de fer. Ils ont laissé passer nos accompagnateurs, grand-père, grand-mère. C'était pas un au revoir, c'était un adieu. Tous savaient qu'on ne se reverrait plus jamais. Et pour Sylvie Vartan, c'était vrai puisque elle n'a plus revu son grand-père. De mes 10 premières années, il ne me reste plus rien. La Maritza décrit en fait cet arrachement à un pays, à son enfance aussi. De tout cela naît une nostalgie qui est pour toute la vie.